Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, nous parlerons de Genfit, Cellnovo et Median Technologies. Dans l'interview, je recevrai Aram Mangasarian, PDG de Noxon, le journal des biotech. C'est parti. Et on commence tout de suite par le point d'actu. Il revient de vacances, il est bronzé. Pierre-Louis Germain, rédacteur en chef de Biotech Finance. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Laurent. Alors on commence par... Comment ne pas commencer par Genfit? On en a parlé plusieurs fois sur ce plateau, c'est fait, ça y est, Genfit est introduit au Nasdaq et ils ont levé la bagatelle de 155 millions de dollars. On est content, non? C'est une belle opération pour la société, ça lui permet de sécuriser ses opérations largement au-delà des résultats de la phase 3 qui sont les premiers résultats de phase 3 qui sont attendus à la fin de l'année. Ça lui permet de préparer son marketing, de commencer à constituer ses forces de vente. Il y a aussi la cholangite biliaire primitive dans laquelle la société a lancé une phase 3, toujours avec Elafibranor. Donc voilà, ça donne beaucoup de sécurité à Genfit. Et puis peut-être l'avantage, ça va permettre à la société aussi de mieux se faire connaître sans doute des investisseurs américains qui ont beaucoup investi dans beaucoup de biotech dans la NASH depuis plusieurs années, depuis 5 ans. Et voilà, il y a Genfit qui est peut-être le leader de demain dans la NASH, qui est encore très sous-valorisé par rapport à ses concurrents. Bon, alors le jour de l'opération, quand même, le titre a beaucoup baissé à la Bourse de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? L'opération s'est faite avec une décote, puisque sur le placement européen, on était à 18 € par action, un peu plus de 20 $ pour le marché américain. Genfit a réussi à lever 155 millions de dollars, certes, mais elle n'a pas réussi à le faire avec une prime par rapport à son cours de bourse. Donc il y a une décote mécanique. Ça dit aussi un petit peu peut-être que la société doit encore démontrer pas mal de choses avant de faire grimper son cours, c'est pas automatique. Mais quand même 155 millions de dollars là, c'est une somme rondelette, non? Il y a de quoi être satisfait. Il y a de quoi être satisfait. Après, bon, dans la NASH, on sait que dans la NASH aux États-Unis, il peut y avoir des opérations et des levées de fonds considérables. Intercept a levé des centaines de millions de dollars. Il y a une IPO, une introduction en bourse aujourd'hui en cours sur le Nasdaq des États-Unis, qui est une société qui s'appelle NGM et qui va lever a priori au moins une centaine de millions de dollars pour une société qui est dans la NASH mais qui n'est qu'en phase 2, donc qui est moins avancée que Genfit. Donc bon, c'est relatif, c'est une belle opération. Maintenant, c'est pas... Je vous sens un peu mi-figue, mi-raisin, là, Pierre-Louis. Disons que c'est sûr que le prix est un petit peu... voilà, 18 €. Encore une fois, je pense que Genfit doit faire ses preuves. Il y a peut-être une certaine frilosité des investisseurs après un mauvais début d'année dans la NASH. Alors, ça ne concerne pas Genfit, pour le coup, ça concerne Gilead, ça concerne Allergan, qui ont raté leurs essais cliniques. Il y a eu son lot d'échecs. Intercept a réussi les siens, mais on en a parlé sur ce plateau avec des résultats un petit peu mitigés. Donc il y a peut-être une forme de réserve, de timidité des investisseurs par rapport à un nouveau dossier NASH, alors qu'on a eu autant d'échecs en ce début d'année. Maintenant, bon, il y a le pour, il y a le contre. De toute façon, là, on est un petit peu sur un pari binaire sur Genfit. C'est-à-dire que si les résultats sont bons, Genfit, c'est le leader dans la NASH. C'est potentiellement, et Elafibranor est potentiellement le standard of care de demain dans cette pathologie. En tout cas, voilà. Il va falloir sans doute attendre la fin de l'année pour... suspense, hein. Voilà, suspense. Gros suspense. Suspense aussi, mais un peu plus stressant cette fois-ci, pour Cellnovo, spécialisé dans la fabrication de micropompes à insuline. Comment on peut dire ça? Ça va pas très bien. Alors ça va très très mal. La société a fait plusieurs annonces fin mars, puis la dernière, c'était la semaine dernière, sur l'interruption, la cessation des activités commerciales et industrielles. C'est une surprise, ça, quand même, non? C'est un peu une surprise parce que Cellnovo avait lancé la commercialisation à grande échelle de sa micropompe à insuline, c'était mi-2018. Les résultats, la croissance, le rythme de croissance était plutôt satisfaisant. On avait au dernier trimestre, donc les derniers chiffres du dernier trimestre 2018, plus 58% de croissance par rapport au trimestre précédent. Donc une dynamique qui était satisfaisante, qui était à la hauteur des attentes. Mais il y a eu un problème qui a été révélé fin mars, c'est qu'en fait il y a un coût de service associé aux ventes qui est beaucoup plus élevé que prévu. Coût de service, de fiabilité, c'est ça? Sans doute des problèmes de qualité, sans doute des problèmes de retour de produits, des problèmes d'assistance des patients parce que il y a vraisemblablement un problème de fiabilité avec la pompe, Gen3, qui est le produit de Cellnovo. La société n'a pas beaucoup détaillé, mais enfin le problème est là. Le problème, c'est le coût des services associés qui rend je dirais, toute la ligne de production sous-rentable, pas rentable, voire en perte. En tout cas, il y a cette décision brutale, assez inattendue, d'interrompre toutes les opérations.
effondrement du cours de bourse. Oui, sans doute. Qu'est-ce qui se passe, Pierre-Louis, du coup, à court terme? Est-ce que c'est la fin ou est-ce que quelqu'un pourrait se dire, bon, bah, finalement, au vu de la croissance, il y a peut-être du potentiel dans cette technologie et injecter un petit peu de capitaux pour renflouer Cellnovo au final? Alors, le message de la société aujourd'hui, c'est de dire qu'ils cherchent une solution stratégique, entre guillemets, c'est-à-dire en gros, ils vont essayer de valoriser les actifs, les brevets, la technologie du mieux qu'ils le peuvent en l'absence de force de vente. On voit bien que bon, c'est une situation assez préoccupante. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'investisseurs qui mettent le paquet pour... alors, le problème des micropompes à insuline, c'est qu'il y a de la concurrence. Et c'est de la concurrence qui vient de grands groupes. C'est l'Omnipod d'insulette aux États-Unis, par exemple, qui est commercialisé. Il y a beaucoup de choses dans le domaine du pancréas artificiel qui ont un petit peu nourri l'optimisme pour des sociétés comme Cellnovo qui ont cette micropompe. Un pancréas artificiel, c'est une micropompe, un capteur, un logiciel. Donc, il y avait beaucoup d'opportunités commerciales qui s'ouvraient, mais on voit en fait que le premier pancréas artificiel qui a été lancé sur le marché par Medtronic, c'est à des prix qui sont assez bas. Il y a sans doute un doute à des investisseurs sur la capacité à avoir des premiums de prix, à créer de la valeur avec ce type de produit. Donc beaucoup de concurrence, des prix sous pression parce que finalement peut-être beaucoup d'acteurs qui ont des technologies comparables, égale frilosité des investisseurs. Là, on est très inquiet pour Cellnovo et même au cours actuel, on ne recommande pas évidemment d'y aller. Bon, ben voilà, prudence. Allez, on va finir quand même sur une note un peu plus optimiste. Votre coup de cœur, Médian Technologies. Je vous avouer que j'ai été obligé de me replonger dans mes notes pour savoir ce qu'il faisait, Médian Technologies. Alors Médian Technologies, c'est une société qui est basée à Sophia Antipolis et qui est un éditeur de logiciels. On va dire, qu'est-ce que fait un éditeur de logiciels chez nous, dans les bibliothèques. Ils sont spécialisés dans l'analyse d'images de scanners et d'images de rayons X sur l'oncologie. Voilà, donc c'est de l'imagerie, des logiciels d'analyse d'imagerie en oncologie. Donc c'est une société, alors effectivement, coup de cœur de la semaine. C'est vrai qu'ils se sont donné eux-mêmes un coup de projecteur, il faut être honnête, en réunissant des investisseurs la semaine dernière à Paris pour parler de leurs perspectives, pour remettre un petit peu de lumière sur ce dossier qui a, comme beaucoup de sociétés dans notre secteur depuis 2 ans, une valorisation massacrée. Il y a 2 bonnes nouvelles pour Médian, en tout cas il y a deux raisons d'y croire. La première, c'est qu'ils ont une activité de CRO qui est assez ancienne, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour des laboratoires pharmaceutiques qui mènent des essais cliniques en oncologie et qui ont besoin de ces solutions, de ces logiciels, de ces prestations pour analyser les images des patients, l'évolution des tumeurs, etc. Du chiffre d'affaires récurrent un peu quand même déjà. Ça, c'est du chiffre d'affaires récurrent. Jusque-là, c'était en perte. Ils ont restructuré. Ils visent l'équilibre opérationnel cette année sur cette activité qui rapporte plusieurs millions d'euros par an, 6 millions en 2018. Ils ont une très forte croissance en Chine. Il y a beaucoup d'essais en oncologie. Ça va très vite et il y a beaucoup moins de concurrence qu'en Europe, qu'aux États-Unis. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Première bonne nouvelle, ça offre un socle un petit peu de valorisation si effectivement ils atteignent l'équilibre opérationnel. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'ils ont une autre activité qui s'apparente plus à une activité de biotech. Ils développent aujourd'hui leurs propres solutions, des outils à base d'intelligence artificielle, d'apprentissage de machine learning, pour identifier des signatures et des biomarqueurs d'imagerie qui permettent de qualifier des tumeurs, d'analyser des tumeurs et d'associer des tumeurs avec une prescription, avec une indication. Ça, c'est très intéressant. Forcément besoin de biopsie, c'est ça? Aujourd'hui, ça se fait par biopsie. C'est lourd, c'est parfois compliqué. Des sociétés qui travaillent sur des biopsies liquides, c'est-à-dire essayer de qualifier les tumeurs par rapport à ce qu'il y a dans le sang. Eux, ils sont un petit peu en pointe dans l'exploration de la possibilité d'avoir des biomarqueurs par l'imagerie, de qualifier une tumeur et un patient de manière très précise avec des images. Ce qui serait un sacré marché potentiel. Alors, c'est un marché potentiel à plusieurs titres. Ça peut permettre d'abord de développer des diagnostics compagnons. On parle beaucoup des checkpoint inhibiteurs, de l'immuno-oncologie ici. On sait que c'est des produits qui marchent très bien, mais sur une fraction des patients, 20 à 30% des patients. Et il manque toujours ce diagnostic qui va permettre de dire chez ce patient ça marchera, chez ce patient ça ne marchera pas. S'ils arrivent à avoir des signatures et des biomarqueurs fiables pour prédire une tumeur, on dit des tumeurs froides ou des tumeurs chaudes, pour prédire si la tumeur réagira au traitement, ça peut être vraiment le Graal pour cette société. Ils espèrent avoir des partenariats cette année ou l'année prochaine et des produits commercialisables en partenariat ou par leurs propres moyens, en diagnostic ou en diagnostic compagnon d'ici 2020. Donc ça peut être vraiment un changement de statut pour cette société à partir du moment où ils signent des partenariats
sont éligibles à une valorisation qui est tout à fait différente de ce qu'ils ont aujourd'hui. Bon, intéressant. Niveau cash, il y a quelque chose à prévoir à court terme. Ils ont besoin d'argent ou pas? La société dispose d'un peu plus d'1 an d'autonomie financière, avec 15 millions d'euros en intégrant différents éléments, un peu plus d'1 an. Ils comptent néanmoins lever des capitaux à court terme pour accélérer, capitaux non dilutifs, c'est l'objectif de la société dans un premier temps, pour éviter de se diluer à des niveaux de valorisation qui sont extrêmement faibles. Mais l'enjeu, c'est vraiment l'attente d'un partenariat avec peut-être une Big Pharma, un grand laboratoire. Mais il y a aussi des groupes comme Google, comme Microsoft, qui s'intéressent à ce secteur parce qu'ils ont des solutions de cloud, des solutions d'intelligence artificielle. On est là à la frontière entre la Big Pharma et le monde du numérique. Et ce type d'acteur peut être intéressé par un dossier comme Médian. Et ben voilà, c'était le coup de cœur de Biotech Finance Médian Technologies. Merci Pierre-Louis Germain. Merci Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'interview Aram Mangasarian, PDG de Noxon. Bonjour Aram. Bonjour Laurent. Alors, Noxon, créée en 1997, introduite sur le marché parisien en 2016, société spécialisée en immuno-oncologie qui traite le micro-environnement tumoral. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Est-ce que vous pouvez expliquer pour nous, peut-être pour les gens qui nous regardent et qui connaissent moins Noxon que certaines autres biotech, quelle est la particularité de votre technologie? Bon, Noxon se concentre effectivement sur le micro-environnement tumoral. Alors c'est quoi? C'est les tissus sains du corps utilisés par le cancer pour survivre, comme par exemple les vaisseaux sanguins pour apporter de l'oxygène aux tumeurs, mais aussi pour se protéger contre les attaques du système immunitaire et pour se réparer après les traitements anticancéreux qui ont endommagé le tumeur. Donc la tumeur, elle est là, elle est au sein de l'environnement sain, et puis elle prend les ressources à disposition pour finalement pour survivre. Comment vous traitez justement cette particularité alors? Donc l'intérêt du micro-environnement tumoral, c'est d'attaquer à tous ces aspects. Donc nous traitons les chimiokines. Donc les chimiokines, ça c'est encore un alors, mot qu'est-ce que c'est que chimiokines, compliqué. On peut penser à des chimiokines comme des panneaux de signalisation dans le corps qui disent à des cellules qui bougent, où aller ou pas aller. Donc, ils peuvent dire, par exemple, à des cellules du système immunitaire, n'entrez pas dans ce tumeur, il n'y a rien à voir. D'accord. Donc, nous, en fait, ils sont vraiment comme des panneaux. Ils sont ancrés quelque part, par exemple, dans un vaisseau sanguin, et ils ont de l'information pour les cellules qui passent. Donc, notre molécule, en fait, ça cache l'information du panneau et ça l'enlève de où il est attaché. Donc c'est une pharmacologie très puissante sur cette classe de cibles qui est historiquement très difficile à attaquer par les médicaments. Donc ce que je comprends, c'est que ça permet finalement au traitement de rentrer dans la tumeur là où apparemment il pourrait passer à côté, c'est ça un petit peu? Voilà, donc on peut faire rentrer des cellules du système immunitaire dans la tumeur où avant ils étaient exclus. Donc c'est ça. Alors, vous travaillez depuis quelques années sur la combinaison entre votre technologie et puis les checkpoint inhibiteurs issus de l'immuno-oncologie qui dominent et qui ont révolutionné un petit peu les traitements anti-cancer depuis 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliciter en quelques mots, vulgariser comme vous l'avez si bien fait, les synergies entre votre technologie, les Spiegelmer, et puis les checkpoint inhibiteurs, les Keytruda, les Très bien. Les inhibiteurs de checkpoint sont très intéressants parce qu'il faut savoir que les cellules du système immunitaire, ils doivent être en contact direct avec les cellules cancéreuses pour les tuer. Alors bien sûr, le cancer a des défenses. Donc il y a ce qu'on appelle des checkpoints qui sont sur la surface des cellules cancéreuses qui dit à un système immunitaire « ne tue pas ». Non. Il y a une deuxième ligne de défense avant ça, qui est en fait que les cellules du système immunitaire sont exclues du tumeur. C'est le micro-environnement tumoral. Voilà. Et donc ça, c'est le micro-environnement tumoral qui disent n'entrez pas. Donc, notre médicament fait entrer les cellules du système immunitaire, et après, c'est l'inhibiteur de point de contrôle ou checkpoint qui fait sauter cette dernière ligne de défense. En fait. Pour permettre les cellules de... Votre technologie va permettre au checkpoint inhibiteur de percer ce micro-environnement pour aller agir. Exact.
Là, il y a eu des résultats donc, sur un de vos traitements, le plus avancé, Nox A12, Oui. en décembre, et puis des résultats intermédiaires qui ont été publiés là en début de semaine. Est-ce que vous pouvez revenir dessus, savoir où on est sur ce programme aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc Nox A12 a été testé en collaboration avec l'américain Merck, avec la molécule Keytruda, dans le cancer métastatique, pancréatique et colorectal. Donc pancréas et colorectal. Voilà. Ouais. Avec un checkpoint. Avec un checkpoint. Donc, on a traité pendant 2 semaines avec notre médicament. On a fait des biopsies en avant et après. Donc, ce qui nous a permis de dire que notre médicament seul peut déclencher des réponses immunitaires au sein du tumeur. Et après, on a ajouté la molécule de Merck et traité. Donc, ce qu'on a fait cette semaine, c'est la mise au jour de données de survie à un congrès américain à Atlanta, ce qui était très intéressant parce que on a des patients très lourdement pré-traités et on a des résultats qui suggèrent très fortement qu'on modifie la biologie et on ralentit l'évolution du cancer, qui permettent les patients de survivre plus longtemps. La suite de l'histoire pour ce programme, donc Nox A12, c'est votre molécule la plus avancée aujourd'hui. Vous avez ces résultats de phase 1-2. La suite, c'est quoi? Bon, la suite, l'agenda. Bon, on est en train de discuter avec les médecins experts et aussi les partenaires industriels potentiels. Sur la base de ces données. Sur la base de ces données qui sont toujours en évolution parce qu'on continue à suivre des patients pour les prochaines étapes. Donc, c'est important de choisir le bon partenaire pour les prochaines études dans les 2 indications parce qu'on veut continuer les combinaisons Nox A12 plus Keytruda ou autres inhibiteurs de PD1 dans les 2 indications. Donc vous ferez la suite, la phase 2, ce sera avec un partenaire, ça c'est sûr, vous aurez besoin d'un partenaire. C'est le but. Vous avez, je crois, une autre indication avec ce produit qui est le cancer du cerveau. Est-ce qu'il pourrait y avoir des avancées cette année, Nox A12, dans le cancer du cerveau? Oui, le cible, c'est de démarrer en 2e trimestre un essai clinique dans le cancer du cerveau, dans les patients en première ligne qui sont résistants aux chimiothérapies actuelles. Donc ça, c'est pas une combinaison A12 immunothérapie, mais plutôt A12 radiothérapie. Parce qu'on sait que le cible de Nox A12 est très important pour réparer les tumeurs endommagées où les vaisseaux sont tués par la radiothérapie. Et donc, c'est le procédé de vasculogenèse qui aide les tumeurs à recréer des vaisseaux sanguins et à survivre. Donc, on a des résultats tout à fait puissants dans le cadre préclinique, dans des modèles très relevants. On a 100% de réponse complète avec 2/3 durables. Donc, on espère recréer ça chez les patients. Alors là, si je comprends bien, ce n'est pas le micro-environnement tumoral qui est ciblé, c'est un autre mécanisme d'action. C'est le micro-environnement, mais en fait, ça englobe à la fois tout ce qui est autour, qui est pas cellule cancéreuse. Le rayon va détruire en fait la tumeur et votre produit va empêcher la tumeur de recréer les vaisseaux qui l'alimentent. C'est ça l'idée, d'accord. Exact. Et il y a une différence entre l'angiogenèse, qui était le cible des grands médicaments de, par exemple, Roche, avec la Avastin, qui était anti-VEGF, et la nôtre, parce qu'avec l'angiogenèse, on a besoin d'un vaisseau existant et on crée une petite branche. Avec la vasculogenèse, on recrée tout la tumeur recrée son alimentation. Donc c'est ça que le tumeur a besoin de faire après la radiothérapie. Donc un partenaire cette année, espérons-le, voilà, pour Nox A12 ou le pancréas ou le côlon, peut-être les deux, et puis le lancement d'un premier essai clinique. Voilà, donc et là on aura besoin de financement pour lancer cet essai clinique. Alors, ça, on va peut-être y revenir sur la partie financement. Ça, c'est pour Nox A12. À côté, il y a un autre traitement, Nox E36, que vous aviez développé dans la néphropathie diabétique. Où est-ce qu'on est de ce traitement? Est-ce qu'on est toujours sur cette indication ou est-ce que vous êtes en train de le repositionner? Non, on a repositionné ça depuis quelques années et on est en train de développer le dossier préclinique pour démontrer son activité dans le cancer. Donc repositionnement sur le cancer aussi cette fois-ci. Voilà. On a déjà des données de sécurité qui sont tout à fait satisfaisantes. Et des données sur les cellules cibles
les macrophages associés à des tumeurs, qui montrent qu'on bloque la migration. Donc, ça, c'est très important parce que ces cellules sont très fortes à exclure une réponse immunitaire d'un tumeur. Et après, chez les animaux, on a démontré une activité en monothérapie dans un cancer du pancréas et un cancer du foie. Donc là aussi, ce sera cancer du pancréas, cancer du foie pour E36. Oui, et potentiellement en combinaison avec le NOXA12. Donc d'accord. Et donc, plus un inhibiteur de checkpoint, peut-être. Peut-être. D'accord. Donc ça, c'est pas encore décidé définitivement. Donc là aussi, des essais qui pourraient avoir lieu dès 2019 ou c'est plus loin dans le temps? Ça c'est plus longtemps. D'accord. Oui. Donc dans une première étape, on va focaliser sur A12, radiothérapie, cerveau, partenaire dans le cancer de pancréas et colorectal avec l'immunothérapie. Et après, on verra pour E36. Voilà. Le E36, c'est de biologie vraiment fascinant. On a fait la couverture du journal avec les données sur le cancer hépatique. Donc, c'est vraiment sur les frontières de la science. D'accord. Il pourrait y avoir un partenaire aussi dans cette indication. De toute façon, le démarrage, vous le ferez seul. C'est possible, oui, tout à fait. Vous nous aviez dit, pour tous ces développements, vous allez avoir besoin d'argent. Noxon a levé 6 millions d'euros au second semestre 2018. Vous avez également expurgé un petit peu la dette, les obligations convertibles qui avaient beaucoup pesé sur le cours de bourse, notamment en 2017 avec la dilution. Aujourd'hui, vous êtes prêt à aller relever des capitaux. Alors quand et puis pourquoi faire exactement? Très bien. Comme vous avez dit, on a fait un levée en novembre 2018 qui a permis de nettoyer le bilan de la société, enlever la dette, ce qui est très important, et de mettre fin à certaines structures financières qui ont pesé sur l'action. Et des equity lines notamment. Et voilà, exact. Maintenant, et ça nous a permis aussi de préparer la suite. Donc, avoir des données plus matures sur le cancer du pancréas et côlon, et aussi de préparer le cancer du cerveau, plus la radiothérapie. Et ça nous a permis aussi d'avancer des discussions avec des chercheurs hospitaliers américains, dont 2 groupes sont intéressés de faire leurs propres études avec le NOXA12 dans le cancer du cerveau. Donc, ils demandent leur propre argent de Institut national de recherche sur le cancer aux États-Unis pour faire ça. Donc, on va peut-être avoir des nouvelles sur ça cette année, si ça marche bien. Donc ça veut dire effectivement il y aura de nouveau, alors on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, mais besoin d'un financement cette année et assez rapidement. Oui. Et on a publié qu'on cherche de l'argent par plusieurs manières potentielles. Vous êtes fixé d'ailleurs sur les manières augmentation de capital? Non, soit peut être augmentation de capital, partenariat, fusion et acquisition. Donc, toute la palette. Toutes les options sont sur la table. En tout cas, a priori, les options dilutives, type equity line, type obligation convertible, ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. On a une obligation de ne pas en faire pendant 2 ans, après le financement qu'on a fait en novembre. Donc, on s'est mis d'accord, plus d'augmentation de capital à taux variable pendant 2 ans, effectivement. C'est une question rapide pour finir. Tiens, Noxon, c'est une société allemande. Tout à fait. Pourquoi avoir choisi de se coter sur Paris? Paris, Euronext Paris, c'est le meilleur marché européen pour les biotech. Il y a tellement de sociétés, il y a des analystes, il y a des investisseurs. En Allemagne, c'est tout au contraire. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé là. Aussi parce que la société, avec des investisseurs françaises, avait des liens. Et moi, ayant travaillé ici pendant 10 ans, avait des liens à Paris aussi. Et voilà, super. Donc, Noxon, biotech allemande, cotée à Paris. Merci Aram Mangasarian d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Laurent. Merci Pierre-Louis. Merci Laurent. Merci Aram. Le journal des biotech est désormais terminé. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro. À bientôt.